Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment, en faisant très très peu de choses, réduire de manière significative les temps de traitement quand on travaille sur un projet de clustering et qu'on souhaite utiliser les camins de la librairie scikit-learn de Python. Alors, sous Python. Alors, en réalité, il s'agit de passer par un package, tout simplement, que je montre là. Donc, c'est un package spécifique, en fait, qui est une extension Intel pour scikit-learn. Voilà. Alors bon, ça paraît très étrange, hein. Comment il fait? Nous, on fait rien. On fait quasiment rien. On fait deux lignes de code. Voilà. Et du coup, ça réduit méchamment le temps de calcul. Comment il fait en réalité? Alors, je vais détailler ça, mais avant, je fais une petite parenthèse. J'avais déjà fait une vidéo similaire il y a quelque temps, 23 juillet 2021, où je parlais de la même chose, mais dans le supervisé. Dans le supervisé cette fois-ci. Voilà. Très bien, j'ai expliqué comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y avait derrière, ainsi de suite. Voilà. Là, comme je fais un cours de clustering en ce moment, je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai dit là, ça doit être valable également pour le non supervisé. Surtout que sur la doc, j'ai vu qu'ils en parlaient, hein. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je teste ça. Et comme je l'ai testé, j'ai vu que réellement, c'est réellement efficace. Ça divise quasiment par deux les temps de traitement. Ça, c'est pas rien, ça, hein. Voilà. Du coup, je me suis dit, je fais une petite vidéo rapide pour montrer que c'est possible aussi pour le clustering. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des étudiants qui font des exercices en traitant des grosses bases de données, c'est ce qu'on m'a dit, hein, et que dans ce cas, et qu'ils ont un temps réduit pour le faire, et que tout ce qu'on peut gagner sur le temps de calcul, c'est toujours du bonus. Voilà. Bon. Alors je reviens sur mon affaire là, hein. Donc vous avez le site web qui est là. Il y a deux sites web qui sont intéressants. Vous avez le GitHub qui est là, voilà, où ils montrent justement, ils ont fait des expérimentations eux-mêmes et ils montrent les différences en termes de temps de calcul. Très bien, voilà, mais bon, c'est très bien. Moi, je vais le faire moi-même pour vérifier, c'est ça, hein. À chaque fois que vous voyez un package, à chaque fois qu'il y a des affirmations sur les sites web et tout ça, vérifiez d'abord. Et une fois qu'on a vérifié, ça y est, on peut l'utiliser. Et ça, s'il y a bien quelque chose que je conseille aux étudiants, c'est vérifier par vous-même. Vérifier par vous-même. Voilà. Donc, il donne là, c'est en apprentissage, là, c'est en déploiement. Il donne des gains en temps de calcul qui paraissent assez faramineux, hein. Bah, très bien, on va vérifier ça. Alors, le document de référence que moi je vais utiliser, c'est la documentation. Voilà. Sur la documentation, j'ai regardé en détail, vraiment, ce qu'il disait, comment il fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, ainsi de suite. Alors déjà, il y a un élément très important, c'est comment il fonctionne. Il le dit sur la doc, là, donc je suis allé sur la doc, hein, la doc elle est là, voilà, sur le GitHub également, et j'ai regardé ici comment il fonctionne. Et ils disent tout simplement que l'idée c'est d'accélérer les traitements, voilà, en remplaçant les classes de Camins par les siennes. Donc, c'est pas quand vous patchez les classes de scikit-learn, quand vous patchez les classes de scikit-learn, c'est pas la classe de calcul de scikit-learn qui est utilisée pour le coup. En réalité, il l'a remplacée par la sienne. Voilà. Donc, mais en loose D, en fait. Voilà. Vous avez l'impression, votre code n'a pas changé. Vous avez l'impression d'appeler les classes de scikit-learn et de lancer les traitements avec les classes de scikit-learn. Mais en fait, lui, en loose D, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a substitué ces classes par derrière. Et c'est ces classes qui sont utilisées, qui sont optimisées pour le calcul, semble-t-il. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un élément important, hein. Votre code ne change pas. Votre code ne change pas. Donc, tous les appels à scikit-learn, tout ça, c'est bien, ça reste dans le code. Mais en réalité, en interne, en dessous, en sous-main, il a passé ces classes de calcul et c'est bien ces classes de calcul qui sont utilisées. Voilà. Avec l'idée qu'on devrait avoir les mêmes résultats. Ben ça aussi, on va le vérifier. Ça aussi, on va le vérifier. Bien sûr qu'on va le vérifier. Est-ce que vraiment on a exactement les mêmes résultats? Parce qu'en réalité, c'est plus les classes de scikit-learn qui sont appelées, hein. C'est ces classes à lui. C'est les classes de cette librairie, ça. Alors, justement, est-ce que toutes les classes de scikit-learn de machine learning ont été remplacées? Ben, j'ai regardé la doc, hein, il faut lire la doc, il faut dire la doc. J'ai regardé ici les algorithmes supportés. Alors, j'ai regardé les algorithmes supportés. En supervisé, vous avez ça. J'avais testé les SVC, justement, hein, voilà. Très bien. Et j'ai regardé ce qui se passe en clustering. Et en clustering, en réalité, il n'y a que deux algos qui l'a remplacé. Déjà, donc, par exemple, la CAH, il le fait pas. Il le fait pas, hein. Il n'y a que deux algos qui l'a remplacé, les algos des Camins et puis des Bescan. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un élément important. L'autre élément très important, c'est qu'en réalité, il y a des paramètres qui supportent pas. Par exemple, quand les individus sont pondérés, ça, ils gèrent pas ça. Voilà. Donc, ça, vraiment, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Donc, le principe est le suivant. Vous ne modifiez rien à votre code.
Vous avez un projet qui marche bien avec scikit-learn, tout est nickel. Vous ne modifiez rien à votre code. Tout simplement, vous rajoutez 2 lignes de code supplémentaires. Ça permet de patcher les classes de scikit-learn. Et quand vous semblez faire appel aux classes de scikit-learn, en fait, en dessous, voilà, c'est les classes de cette librairie-là qui sont appelées. Bien, il faut le savoir. Alors, est-ce que ça marche pour tous les systèmes, pour toutes les versions de scikit-learn? Ça aussi, c'est une question qui est importante, là. Donc, je suis allé voir ici. Eh ben, c'est important de le voir. Qu'est-ce qui se passe? Il vous dit hein, que les versions récentes gèrent, voilà, ces versions de scikit-learn. Donc là, on est le 21 avril, là. 21 avril 2023, bah, typiquement, là, on est sur la version 1.2 quelque chose maintenant sous scikit-learn. Hein, voilà, bah, ça, il ne la gère pas pour l'instant. Il est resté à 1.0 quelque chose. Ah, ça, c'est vraiment très important, hein. Là, je suis allé ici et on voit sur le site de scikit-learn donc l'historique des versions. Voilà. Et donc, nous, on va utiliser cette version-ci pour le coup. Voilà ce qu'on va utiliser dans ce tuto-ci. J'ai fait des tests avec les 1.2.2 et c'était pas probant du tout. Hein. Et c'est là que je me suis posé des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, je suis revenu sur la doc et j'ai regardé en détail et j'ai vu ça. Voilà. Donc, il faut bien qu'on soit sur scikit-learn, sur Python 3.9. Voilà. Et on va utiliser la version 1.0.2 de scikit-learn. Et c'est celle-là qu'on va patcher. Voilà. Lisez bien la doc. Ça, s'il y a bien quelque chose que j'ai dit aux étudiants, les étudiants, ils chargent. Voilà, ils vont sur Internet, ils font une petite recherche Google, ils voient un package, on dirait que ça marche, ils le chargent, ils le lancent, ils savent pas ce qui se passe. Mais ils ont un résultat, et ils le prennent pour argent comptant. Mais non, bien sûr que non. Il faut absolument qu'on regarde bien la documentation, qu'est-ce qui est dit sur ce qui est fait, et ensuite, qu'est-ce que nous, on peut utiliser là-dedans. Bien. Alors, la base qu'on va utiliser, c'est la base des waveforms. Hein. Voilà. Et j'ai utilisé les générateurs de nombres de waveforms, qui est là, hein, qui est une base assez ancienne. Hein, c'est la base très connue du livre carte. Hein. Qui c'est qui a pas lu le livre carte? En tout cas, je l'ai lu en détail, en long, en large, en travers, je peux vous dire. Voilà, j'ai trouvé le générateur sur le site de Astia et Tipshirani, qui était sous R, et je l'ai utilisé pour générer 500 000 individus. Voilà, et j'ai enlevé la classe, hein, parce que en fait, c'est utilisé pour le superviser à la base. Il y avait 3 modalités hein, sur la variable cible. Hein. Voilà, j'ai enlevé la classe tout simplement pour le mettre dans un cadre non supervisé. Bien, une fois que c'est fait, donc la base elle est là, hein, je l'ai ouvert là, je l'ouvre rapidement avec Notepad++, voilà, la base est là, et j'ai fait 2 chiffres après la virgule. Voilà, il y a bien 21 variables. Une fois que c'est fait ça, donc voilà, je vais lancer mon notebook. Je l'ai préparé comme d'habitude, et pour être sûr qu'on est bien raccord, je vais vérifier les différentes versions. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un environnement. J'ai créé un environnement dans lequel j'ai mis Python 3.9. Donc on est déjà à Python plus loin maintenant. Hein. On est 21 avril 2023 là. Mais quand même, j'ai installé la version 3.9, voilà, pour être raccord avec la documentation. Ensuite, j'ai installé la version de scikit-learn 1.0.2 et ensuite j'ai installé le scikit-learn Intelex de Intel. Hein, voilà. Donc regardez bien. Donc le premier élément que je fais dans dans mon tutoriel, c'est que je vérifie la version de Python. On a la 3.9.16. Ensuite, je vérifie la version de scikit-learn. On a la version 1.0.2. Alors pour vérifier la version de scikit-learn extension, voilà, d'Intel là, c'est pas si simple que ça. Donc tout simplement, le plus simple, c'est que je montre ici l'environnement et voilà, on a bien ici la 2023.0.2. Voilà la version que j'ai utilisée. Vous avez bien vu, hein. J'ai pas su comment faire, voilà, et comme je voulais pas perdre du temps là-dessus, tiens, ce genre de truc à se prendre la tête pour rien, ça, voilà, tout simplement, voilà, j'ai bien créé un environnement sur Anaconda et la version que j'ai de scikit-learn Intelex pour l'extension Intel. Voilà, c'est 2023.0.2. Une fois que c'est fait ça, donc je vais charger les fichiers de données. Donc là, jusque-là, pas de problème. Il le fait. Il y a bien 500 000 individus avec 21 variables, V1 jusqu'à V21. Bon, pas de souci. Et je vais lancer les camins. Voilà. Donc j'importe la classe de calcul, voilà, et je l'instancie avec 3 clusters parce que je sais qu'il y a 3 groupes en fait dans ce fichier-là. Je mets un random stat, voilà, et je fais qu'une seule itération. Enfin, pas une itération, un seul essai. Un seul essai. Voilà. Le nombre d'itérations, c'est autre chose. Hein. Là, c'est le nombre d'essais. Là. Voilà. Très bien, et je fit. Et j'affiche l'inertie. L'inertie intraclasse. Bien, bien, voilà. Voilà, on a une inertie de 13 280 417.
C'est quand même rapide, hein. Vous avez vu? 0,5 secondes. Ça, c'est quand même performant. Moi, je trouve quand même que scikit-learn, c'est pas mal. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à gratter les millisecondes, mais quand je vois ce qu'ils font, je me dis bien, bien, c'est pas mal. Alors, pour mesurer le temps de calcul de manière bien précise, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un time it. Donc, c'est ce que je fais ici, hein. Vous avez vu, j'ai fait un time it. Donc, j'ai une commande magique, hein, dans un notebook. Voilà. Et j'appelle le fit. Voilà. Il va l'appeler plein de fois en faisant des boucles. Je vais lancer, hein. Voilà. Il va l'appeler plein de fois en faisant des boucles, en faisant des itérations. Et ça permet d'avoir une mesure précise du temps de calcul. Voilà. Donc, le temps de calcul est 363 millisecondes. Donc, il a fait 7 runs et une boucle à chaque fois. Bien. OK. Ça, c'est un premier élément important. L'autre élément important, bien sûr, je fais le predict. C'est ce qu'il appelle inférence, hein. Donc, vous avez vu dans la documentation, là, il le met en deux temps, hein. Là, c'est le training, on vient de faire. On va voir l'inférence, la généralisation, si vous voulez. Voilà. Donc là, c'est affecter les individus au groupe. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. Et j'ai bien les effectifs. Il y a 3 groupes. Voilà. Et j'ai les effectifs par groupe, hein. Alors, de nouveau, cette partie-là, je vais également mesurer le temps de traitement. Donc, je le lance ici. Donc, de nouveau, avec le time it, il fait plusieurs itérations et il relance plusieurs fois. C'est ça l'idée, hein, pour avoir une mesure de temps de calcul, 67 millisecondes. Bien. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu ça, donc là, on est sur scikit-learn standard. On sait faire ça. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que fait l'extension en question. Comment il va patcher. En fait, il patch que certaines méthodes. Ça, on l'avait vu, hein. Il patch que certaines méthodes dans la documentation qui est là, supportée d'algorithmes. Il patch que certaines méthodes en réalité. D'accord, hein? Voilà. Donc, premier élément important, donc que je dois faire, je vais lister les méthodes qui sont patchées. Voilà. Donc, on a la liste des méthodes qui sont patchées là, et notamment, il y a les commits. Je vois qu'il y a l'ACP également, hein, qui pourrait être patché, hein, si vous traitez des grandes bases, hein, je sais pas, hein. Si on fait du tandem analysis, par exemple, ça peut être une bonne chose, hein. Voilà, il patch aussi l'ACP, donc il patch surtout les commits. C'est ce qui m'intéresse ici. Alors, comment patcher une méthode? En réalité, simplement, on appelle la fonction patch sklearn et on va patcher la méthode commits de scikit-learn. Très bien, voilà ce qui se passe ici. C'est là que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Admettons que vous avez un projet complet que vous avez réalisé avec scikit-learn. Tout votre projet complet. Très bien, avec des appels de méthodes de machine learning. Des méthodes de machine learning qui s'imbriquent. Pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez et profiter de cette librairie-là, hein, qui permet d'accélérer les temps de traitement de scikit-learn. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous pouvez patcher en vrac l'ensemble des méthodes. C'est ce que j'explique ici. Vous pouvez, en début de votre code, modifier tout simplement, vous importez ici donc la fonction patch sklearn et vous dites je patch tout. Donc c'est patch sklearn et vous ne mettez pas les noms des méthodes. Vous mettez double parenthèse et vous patchez toutes les méthodes. Ensuite, donc vous mettez ces 2 lignes de code au-dessus, hein, de votre projet Python, hein, avec tous les appels à scikit-learn. Et ensuite, à l'intérieur de votre code, que vous avez absolument pas modifié, à chaque fois qu'il fait appel à une classe de calcul de machine learning, en fait, c'est celle de scikit-learn intellex, hein, qu'il est en train d'appeler. Et du coup, ça va réduire votre temps de calcul. Et du coup, ça rend votre projet plus performant. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Ça, vous le voyez dans la doc ici, hein. On ne peut pas dire que j'ai pas lu la doc, hein. Voilà. Comment on patch? Et voilà, ils vous disent, on peut, voilà, patcher d'un coup. Du coup, tout le code en dessous, vous ne le modifiez pas, hein. Vous mettez 2 lignes de code au-dessus et tous les lignes en tout votre code en dessous qui est fait appel à scikit-learn, il est accéléré directement. C'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Bien. Alors bon, moi ici, je ne passe que scikit-learn, donc je l'ai fait de manière explicite. On est bien d'accord là-dessus, hein. Une fois que c'est fait, alors, donc il faut réimporter la classe de calcul, hein. Voilà, ça en revanche c'est très important. Ils le disent bien dans la doc, hein. Il faut réimporter la classe de calcul, hein. Regardez bien. Je vous enjoins vraiment à lire la doc de manière détaillée, hein. C'est très bien fait, je trouve, et ça vous donne des idées très intéressantes sur ce qu'il fait réellement. C'est ça qui est important, hein. Donc la doc, elle est là. Voilà. Alors, donc, voilà. Du coup, j'ai fait un copier-coller de mon code, sauf que j'ai donné un nom différent parce que je vais comparer les résultats après. Voilà. Tac. Bon, on a exactement, est-ce qu'on a la même ici exactement? Ah non, ça a un peu changé, vous avez vu, hein. Là, c'est 13 280 417, et là, c'est 13 280 418. Et oui, parce que c'est pas les mêmes classes qui sont appelées en réalité.
C'est ça qui est important de bien voir. Ça, je vais revenir dessus là-dessous. Parce que sur la doc en ligne, sur ce qu'ils semblent dire en disant, mais on a exactement la même chose, hein. Simplement, on a substitué nos calculs. Mais en réalité, quand tu substitues les classes de calcul, bah, comme c'est des heuristiques, il peut y avoir des différences. Et un tout petit peu, hein. D'accord là-dessus, hein. Donc ça aussi, il faut qu'on le mesure, ça, hein. Il faut qu'on soit conscient de ça, hein. Hein. Effectivement, on a notre code qui n'est pas modifié, ça réduit de manière assez impressionnante notre temps de traitement, mais attention, il peut y avoir des petites variations dans les résultats, hein, voilà, parce que oui, c'est pas les mêmes classes de calcul qui sont appelées, il les a remplacées en fait, hein. Le scikit-learn Intellex là a remplacé les classes de scikit-learn par les siennes, avec des calculs optimisés, ça c'est pour le saut, mais c'est pas exactement le même. On est d'accord là-dessus, hein. Alors, une fois que c'est ça, donc je vais mesurer le training cette fois-ci. Donc, de nouveau, il est en train de faire les itérations, hein, voilà, et on est à 234. Voyez, vous avez vu, hein, sans optimisation, c'était 363. Voilà. Et voilà, avec optimisation, c'est 234. Voilà. Ben, c'est pas mal. Alors, attendez, là, on va faire un petit calcul. 363 divisé par 234. Voilà. Ça a réduit de 1,5 fois le temps de calcul. Alors vous dites, oui, bon, est-ce que vraiment c'est important avec les 5 fois? Ben, quand on traite des grosses volumétries, quand on va chercher, parce que en réalité, quand vous modélisez, vous ne le faites pas en une seule fois, hein. Quand vous modélisez, vous faites un premier traitement, vous avez un résultat, vous le regardez. Ensuite, vous faites des séries de traitements pour vérifier les paramètres, pour voir comment manipuler les variables, comment préparer les variables. Chercher, vous faites un grid search typiquement, ben, il va faire des validations croisées en faisant des... Et là, du coup, réduire le temps de calcul de 50%, ça vous aide réellement, hein, on est enfin de 1,5 fois. Là, pour le coup, à la sortie, ça compte pour beaucoup, hein. Au lieu d'avoir 10 heures, vous avez 6 heures et 6,5 heures, c'est juste comme ça. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, je vérifie ici en déploiement. Donc, on a ici, on va voir tout à l'heure qu'on a des petites différences de résultats. Quand je mesure le traitement ici, voilà, 22,6. Tout à l'heure, c'était combien tout à l'heure déjà? C'était 67 en déploiement. Voilà, là aussi, hein. 67 divisé par 22, on a divisé par 3 le temps de calcul en déploiement. Vous avez vu ça? Ah, ça, c'est pas mal, ça, hein. Vous avez vu là-dessus. Alors, dernier élément, est-ce qu'on a exactement les mêmes résultats? Parce que c'est ce que j'ai vérifié ici. Donc, j'ai fait le predict avec la classe standard de scikit-learn, qui était là, hein. Voilà. Groupe, je l'ai appelé, GRP. Ensuite, je fais le predict avec la classe d'Intel, voilà, de scikit-learn Intellex, voilà, avec GRPFast. Et quand je croisais les deux, ben, il y a des petites différences. Il y a des petites différences. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Voilà. Alors, si je fais un petit bilan, si je fais un petit bilan, voilà, si vous voulez accélérer votre temps de traitement, il y a plein de manières de faire. Entre autres, de manières de faire, il y en a une, voilà, c'est utiliser cette librairie-là. Quel est l'intérêt de cette librairie-là? C'est qu'en réalité, vous avez votre code qui a été créé, validé, tout ça, sous scikit-learn. Vous patchez, vous intrusez 2 lignes de code au-dessus, et voilà, vous ne modifiez rien par la suite, et ça permet de réduire votre temps de calcul. Par un facteur de 3 ou par un facteur de 1,5, ça dépend des méthodes en réalité. Et justement, ils ont fait des études là-dessus ici. Voilà. Très bien. Donc, sans rien faire quasiment, 2 lignes de code, voilà, vous réduisez votre temps de calcul. Très bien. En fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que donc tous les appels de fonctions de scikit-learn, en fait, ils passent en loose en dessous, là, en douce, hein, ils les passent en dessous, tout simplement, ses propres classes de calcul. Donc vous avez l'impression d'appeler scikit-learn, et en fait, c'est ces classes de calcul que vous appelez quand vous l'avez patché. Voilà. Ça réduit les temps des calculs. En revanche, voilà, dans certaines configurations, vous n'avez pas exactement les mêmes résultats parce que justement, c'est pas les mêmes classes de calcul. Et ça, il faut en être conscient. Voilà. Très bien. Alors, un petit message pour mes étudiants qui font des traitements sur des très grandes bases de données. Ben, regardez, ça, c'est une solution possible quand vous travaillez sans non supervisé, c'est ce que j'ai montré aujourd'hui, soit quand vous travaillez en supervisé, c'est ce que j'ai montré dans cette vidéo-là, vous avez des solutions simples pour réduire de manière drastique vos temps de calcul.
Néanmoins, n'utilisez pas les packages sans savoir. C'est à vous de vérifier si les résultats sont cohérents et s'ils sont un peu différents, est-ce que c'est préjudiciable ou pas? C'est très important de vérifier ça. Mais en tout cas, donc, il y a des différentes manières très simples de réduire les temps de calcul et c'est ce que je vais montrer ici. Voilà. Bah, excellent travail à tous.